ولله ما بقاش استعمار في بلادنا، تكسر سيف الظلم في الحروب هيكو الشجعان، ضحت الرجال في السماء بالصحراء وجبالنا، تحيا الجزائر حرة ويحيا الشبان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. Très admiratif du travail de Malika sur ce livre L'Algérie 62. Je suis très heureux qu'elle ait publié un tel ouvrage. Et je le dis ça, vous le comprenez, avec le maximum de sincérité. Parce que je pense franchement qu'elle renouvelle complètement l'approche de l'histoire de notre pays. Et ça, c'est vraiment formidable pour un homme de mon âge. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir Malika Ahal. Elle est chargée de recherche au CNRS. Elle est directrice de l'Institut d'Histoire du temps présent. C'est des amis qui m'ont tout de suite prévenu de sa nomination. Elle enseigne à Sciences Po Paris et aussi à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Donc elle a plusieurs casquettes. Algérie 62, une histoire populaire, qui vient de recevoir le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois. Il faudrait quand même l'applaudir. C'est la plus belle récompense dans notre milieu d'historien. Voilà. Elle a déjà publié 2 ouvrages de référence avant Algérie 62. Une histoire populaire. C'est celui qui a été réédité sur Ali Boubenjel, dont vous pourrez donc l'avoir sur la table de livres. Et il y en avait un autre que j'aimerais bien pouvoir lire sur l'UDMA et des Udmistes aux éditions Barzac. Dans l'ouvrage qui nous concerne aujourd'hui, Malika s'est placée dans le sillage de Howard Zinn et de son histoire populaire des États-Unis. Elle annonce d'entrée son projet. Je la cite. Le présent livre adopte l'effort pour recouvrer les voix que l'on entend rarement, celles des personnes de milieux modestes, de personnes analphabètes, des femmes et de façon plus générale de ceux qui émergent de la situation coloniale en 62. Cette manière d'aborder le moment Algérie 62 a intéressé tout particulièrement, puisque vous avez déjà eu l'occasion de le faire à Montpellier, à la Comité du Livre en mai dernier, à Arabesque plus récemment. Les organisateurs, qui avaient pensé la soirée, ont souhaité privilégier la thématique développée dans le chapitre « Rapatriement des réfugiés ». Votre conférence portera donc sur le retour des réfugiés algériens de Tunisie et du Maroc en 62, sujet peu et mal connu. Des centaines de milliers de personnes ont été concernées par ce retour effectué entre mai et juin 62, soit très peu de temps avant le référendum d'autodétermination du 1er juillet. Opération de grande envergure, le retour des réfugiés aura suscité, comme vous l'écrivez à la page 294, la plus grande mobilisation humanitaire de la décolonisation, qui n'était pourtant pas exempte de compétition à travers un caractère plus souvent politique que strictement humanitaire. Avant le retour, il y a d'abord le départ. Qui étaient ces déplacés? Les raisons de leur fuite, la traversée des frontières, l'accueil dans les zones d'arrivée, leur prise en charge, bref, le retour pose beaucoup de questions. Comment et par qui ce retour aurait-il été organisé? J'ai vu dans votre livre, vous avez lu très attentivement, que de grands organismes comme le Haut Commissariat des réfugiés, la Ligue des Croix-Rouges, la LN, aux frontières, le GPRA,
mais aussi le gouvernement français par des biais de la frontière. Donc tous ces organismes vont trouver quand même un accord pour que, j'allais dire presque miraculeusement, ce retour se fait. Parce que, je l'ai dit, hein, ça concernait des centaines de milliers de personnes. Malika va nous l'expliquer en détail. Les questions qui peuvent se poser, c'est quelles conséquences politiques et sociales pour l'Algérie indépendante? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces réfugiés? Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, avoir beaucoup entendu parler des mines dans la région de Tébessa. Dans le chapitre suivant de votre livre, intitulé « Le camp », vous abordez ce que vous appelez l'archipel des camps. Ces chapitres sont inclus dans une grande troisième partie intitulée « Espace au pluriel ». Y a-t-il un lien entre ces trois séquences de la guerre et de la paix en Algérie, l'exil, les camps de regroupement et ce que vous appelez le retournement de l'espace? Merci pour votre présence et je vous cède la parole. Je voudrais remercier les organisateurs de cette soirée qui ont fait en plus avec mes délais à répondre et ma propre petite désorganisation. Donc je suis d'autant plus admirative que vous ayez mis sur pied cet ensemble. J'ai été formée à l'histoire qu'on appelle l'histoire du temps présent, qui, plus que d'autres peut-être, a besoin d'utiliser d'autres méthodes et se trouve proche d'autres disciplines comme la sociologie, comme l'anthropologie, comme l'ethnographie. Les historiens d'aujourd'hui, même lorsqu'ils travaillent sur des périodes plus anciennes, sont moins fermés qu'à une certaine époque à l'utilisation des méthodes des autres disciplines. Mais on trouve quand même un peu de résistance et on trouve quand même quelques lecteurs rétifs qui aimeraient mieux quand même qu'on ait vraiment beaucoup d'archives et qui mais voilà, après je me suis jamais trouvée empêchée de pratiquer et les entretiens et comme ça la description de gestes, l'étude de vêtements, l'analyse de photographie, bien au contraire. Est-ce que ça m'a secouée? Oui, tout le temps, tous les jours. Je pense que c'est de tous les livres que j'ai écrits, c'est celui que j'ai écrit avec le plus de plaisir. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu de grandes émotions, parfois difficiles en écrivant. Et c'est aussi une possibilité qui nous est ouverte d'utiliser ces émotions comme des détecteurs. D'essayer de chercher pourquoi certaines choses provoquent chez nous ou chez les personnes que l'on interroge une si forte émotion. Je pense que peut-être, à part l'entretien avec Jacques Choucroune, un des autres moments où le livre est né, c'était de réaliser au cours des entretiens sur d'autres sujets, lorsque je demandais un peu aux gens de me parler de leur vie, de les entendre parler de 62 et de comprendre que même ce moment si heureux pouvait leur faire perdre la parole, faire perdre les mots, faire venir des émotions très grandes et que moi-même je ressentais cette émotion en retour. L'une des difficultés aussi, c'est que, je ne vais pas le cacher ici ni me cacher derrière mon petit doigt, on a des difficultés d'accès aux archives nationales. Les procédures mises en place sont vraiment difficiles et ça les gens qui veulent donner des archives le savent. Or souvent s'ils veulent les donner c'est pour qu'elles puissent être utilisées, c'est avec l'idée que très vite quelqu'un va pouvoir écrire un mémoire ou un livre ou un article et réutiliser ces archives. Et donc je pense que ces difficultés d'accès elles rendent rétifs à donner aux archives nationales, tout simplement. Ça, c'est un problème que j'ai rencontré souvent de témoins qui me disent que faisons-nous de nos documents et la solution n'est pas aisée à leur fournir. On n'a pas de solution clé en main où on peut leur garantir qu'elles vont être données, qu'elles vont être bien conservées et surtout qu'elles vont être
rendu accessible. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai enjeu pour les années qui viennent. Il y a déjà eu des mobilisations d'historiens algériens autour de ces questions-là. Voilà, on n'est pas encore dans une situation où on a des archives nationales qui fonctionnent avec voilà, le professionnalisme qu'on souhaiterait de ce point de vue-là, du point de vue de recevoir les documents, les traiter, les rendre accessibles rapidement. Et je suis aussi très heureuse d'avoir l'occasion, vous l'avez dit, j'ai souvent présenté le livre de façon un peu générale, parler de tout ce qu'il peut, des différents aspects qu'il pouvait recouvrir, ce qui ne permet pas toujours d'entrer dans le détail. Et cette question des réfugiés, c'était vraiment pour moi une des questions importantes du livre. Et c'est un peu l'exemple que je cite pour montrer à chaque fois à quel point on était ignorant de choses vraiment massives. Comment le fait qu'il pouvait y avoir tant de réfugiés en Tunisie et au Maroc, dans l'immédiate avant-indépendance, les organisations de secours internationales considèrent qu'il y en a 300 000 ou un peu plus de 300 000. Les chiffres sont vraiment très fragiles, il y en a davantage, disent-elles, en Tunisie qu'au Maroc, mais du coup j'étais très intéressée tout à l'heure d'entendre Pascal dire que son père, lui, comptait qu'il y avait 200 000 réfugiés au Maroc. Ça voudrait dire que notre chiffre de 300 000, il est sous-évalué, ce qui n'est pas très... qui ne serait pas très étonnant, et qu'on a comme ça un retour de ces réfugiés très rapide en 1962, dans une opération qui est vraiment importante pour les Algériens, mais dont je me suis rendu compte en commençant à creuser qu'elle était aussi très importante finalement dans l'histoire des réfugiés dans le monde, et qu'elle était vraiment fondamentale pour les organisations de secours et les organisations internationales, notamment le Haut Commissariat aux réfugiés et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, mais que vraiment, finalement, cette fin de guerre d'indépendance algérienne, c'est un moment fondateur dans l'application du statut des réfugiés que l'on connaît aujourd'hui et que l'on utilise aujourd'hui de par le monde, et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi. Mais au mois de mai 1962, on est à Oujda, et à Oujda se trouvent les représentants à la fois du HCR, du Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU, se trouvent les représentants de toutes sortes d'organisations de secours, notamment la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, et on est rassemblés le 10 mai pour le début de l'opération de rapatriement, avec énormément de journalistes qui sont venus assister à cette opération, et qui ont pour interlocuteur l'un des chargés de com, si vous voulez, de l'organisation du HCR, qui s'appelle Hossein El Ayouti, et qui est un Égyptien en charge de la communication. Donc on organise le début des rapatriements où des réfugiés sont mis dans des trains pour rentrer en Algérie, après être passés par des camps de transit, par des villages de transit, par lesquels, en général, ils passent une nuit, subissent un examen médical et une série de vaccinations, mais aussi au terme desquels on leur distribue, lorsque c'est possible, une tente et un peu de nourriture, avec l'idée que ces biens vont leur permettre, les aider en quelque sorte à vivre et à survivre à partir de leur retour en Algérie. Donc cette opération, elle va durer 2 mois, mais elle est lancée en grande pompe devant énormément de journalistes qui écrivent des rapports au sujet de cette opération, racontent, et dont certains d'entre eux vont suivre, et on sent souvent dans leurs articles leur propre émotion à suivre les réfugiés et à rentrer en Algérie. Parfois ils rentrent eux aussi pour la première fois depuis des années. On sent dans leurs articles l'émotion de ce moment. Alors qui sont ces migrants, ces réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc? On a parlé de la question de la difficulté de les compter. Il faut dire que leur nombre n'a pas cessé de croître dans la dernière période de la guerre, en particulier à partir de 1956, et ce n'est pas le hasard. Il se passe 2 choses en 1956. D'une part, la Tunisie et le Maroc deviennent indépendants, et ça va changer le rapport des Algériens avec ces territoires situés à l'extérieur. Et puis, la guerre va progressivement se durcir
C'est le cas à partir de 1956, mais ça va être surtout le cas à partir de 1958. C'est le moment où commence vraiment la guerre la plus dure, qui est la guerre qui est menée par le général de Gaulle, et qui est marquée notamment par le fait de vouloir répondre en quelque sorte à ce slogan venu de Chine et réutilisé ensuite au Vietnam, qui veut que les révolutionnaires doivent être dans la population comme des poissons dans l'eau, et donc l'idée c'est d'enlever l'eau. Voilà. Si vous enlevez la population, les révolutionnaires en quelque sorte seront comme des poissons échoués, et donc on crée des zones interdites très vastes dans lesquelles la population est interdite de séjour, d'où leur nom de zone interdite. Une partie des populations est déplacée de force vers des camps de concentration de population, qu'on appelle les camps de regroupement, mais une partie prend à partir de ce moment-là, et en plus grand nombre, le chemin de l'exil. Donc on a des réfugiés dont le nombre va s'accroître de façon spectaculaire dans la dernière partie de la guerre à mesure que la guerre se durcit. Et de façon générale, alors moi j'en connaissais plutôt les témoignages indirects, soit des archives du Front de Libération Nationale contenues dans les archives du HCR, soit même les rapports du HCR qui, au début de son intérêt pour cette question des réfugiés algériens, décrit comment les réfugiés sont accueillis en Tunisie et au Maroc, et décrit notamment le fait que les réfugiés sont immédiatement pris en charge et encadrés par le Front de Libération Nationale, que des groupes locaux essaient de les aider, de leur apporter un soutien matériel, que ce soutien matériel il est immédiatement appuyé par les autorités marocaines et tunisiennes, et que donc on essaye d'organiser, lorsque c'est possible, des écoles, d'organiser de la distribution de nourriture, d'organiser évidemment de la mobilisation politique, et d'aider notamment les réfugiés à trouver des lieux d'installation, trouver des installations désaffectées, trouver des lieux qui peuvent les abriter, où ils vont pouvoir faire paître leurs troupeaux ou pratiquer une forme d'agriculture. Pour les autorités marocaines et tunisiennes, et pour le Front de Libération Nationale et l'Armée de Libération Nationale, ça devient d'autant plus difficile que le nombre ne cesse de croître, évidemment. Il y a à côté de cette question de la nécessité, si vous voulez, la difficulté pour la prise en charge de ces réfugiés de plus en plus nombreux, aussi des questions qui sont des questions d'ordre politique et diplomatique pour les organisations internationales. À partir de 1957, les deux pays vont faire appel au Haut Commissariat aux réfugiés pour que le Haut Commissariat les aide à prendre en charge ces réfugiés en disant mais en fait, il y a une convention sur les réfugiés qui date de 1951, aidez-nous à la mettre en place. C'est le cas par exemple de Bourguiba qui pour la Tunisie fait la démarche officielle d'en appeler au commissariat aux réfugiés. Un haut commissariat qui ne ressemble pas encore du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce haut commissariat en 1957 ou 1958, c'est encore une organisation qui est une organisation qui a été créée d'abord pour prendre en charge les seuls réfugiés ou populations déplacées de la Seconde Guerre mondiale et qui n'a pas vocation à prendre en charge toutes sortes de situations différentes. Et les choses changent autour de 56, 57, 58, avec deux cas qui viennent en quelque sorte interroger l'organisation sur sa capacité à aller au-delà de cette situation des réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'abord les réfugiés de Hongrie, dont un certain nombre sont déplacés en Autriche, et l'Autriche fait appel au HCR en disant là on a besoin d'aide pour prendre en charge ces réfugiés, et puis ça va être le cas des réfugiés algériens avec les gouvernements tunisiens et marocains qui font appel à cette institution internationale. Ce qui est vraiment intéressant dans les archives du HCR, c'est qu'on comprend aussi très bien l'intérêt qu'il y a pour le HCR à mettre en avant des situations non européennes de réfugiés. On a beaucoup de lettres qui sont adressées au HCR dans ces années-là qui l'accusent en gros d'être une organisation qui ne s'occupe que des Européens ou qui ne s'intéresse qu'à des réfugiés blancs et européens. Et parfois c'est dit de façon tout à fait explicite. On a notamment des organisations de secours islamiques qui s'adressent au HCR en leur disant « Bon,
quand est-ce que vous intervenez pour les réfugiés algériens ou pour d'autres. Et donc cet enjeu est beaucoup discuté en interne dans les organisations internationales, de choisir quelques cas un peu emblématiques pour faire la démonstration que l'on n'est pas une organisation seulement pour les réfugiés européens. Ça va être le cas notamment en 1959, lorsqu'est instituée ce qu'on a appelé l'année internationale des réfugiés. Elle va de juin 1959 à juin 1960. Et alors que dans un premier cas, on s'intéresse principalement à des situations européennes, au bout d'un moment, peu avant le lancement de cette année, on trouve des documents qui disent « non mais là quand même, c'est un peu la honte en fait, ça se voit trop qu'on ne s'occupe que de l'Europe, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme cas ?» Eh bien on va s'intéresser au Rwanda, on va s'intéresser un petit peu au Congo, mais surtout, on va mettre en avant, on va ajouter le cas algérien. Et donc partout dans le monde, lorsque les sociétés de la Croix-Rouge feront des collectes pour que des gens donnent des vêtements, donnent des jouets, donnent de la nourriture, donnent de l'argent, pour que les entreprises privées, pour que les États contribuent en donnant de l'argent au cours de cette année internationale des réfugiés, les gens entendront parler de ces réfugiés algériens et apprendront un petit peu mieux à les connaître, ce qui contribue aussi à diffuser la connaissance de cette guerre qui est en train d'avoir lieu. Donc on a cette double situation, une situation des réfugiés sur le terrain, d'abord prise en charge par les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, puis secourus par des organisations internationales, et puis ce contexte international qui fait que progressivement, la situation des réfugiés algériens prend de l'importance dans les organisations de secours. Elles sont de plus en plus impliquées. Le HCR n'est pas une organisation efficace sur le terrain, elle n'a pas des militants, elle n'a pas des groupes d'action, elle a vraiment un aspect, j'allais dire politique, diplomatique, vu d'en haut. Elle a un partenaire sur le terrain qui est la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Alors là, la Croix-Rouge, c'est vraiment très très compliqué, mais en gros, la Ligue, c'est ce qui rassemble toutes les Croix-Rouges et les Croissants-Rouges nationaux. Donc la Croix-Rouge française fait partie de la Ligue, la Croix-Rouge suisse, le Croissant-Rouge iranien, etc. Tout le monde fait partie de cette Ligue qui est l'opérateur sur le terrain de la prise en charge des réfugiés et qui, du coup, vont se retrouver être sur le terrain les premiers impliqués au moment où s'approche la fin de la guerre et que se pose la question de savoir ce que vont devenir ces réfugiés une fois qu'un accord sera signé. Ce sera finalement les accords d'Évian du 18 mars 1962, mais ça fait déjà plusieurs semaines que les sociétés de la Croix-Rouge sont sur le terrain et se demandent comment gérer cette fin de guerre et ce que vont devenir les réfugiés. Alors je vais le dire ici pour ne pas l'oublier ensuite lorsque je vais vous raconter l'opération de rapatriement, mais en réalité, dire qu'on va rapatrier les réfugiés, ça pose tout de suite des problèmes très concrets. Ça veut dire qu'il faut par exemple les compter, si vous voulez mettre en œuvre la logistique, ça veut dire qu'il va falloir les compter et qu'il va falloir, et alors là on a des échanges à perte de vue, entre un Front de Libération Nationale qui donne des chiffres bruts, qui apparemment fait des listes sur le terrain mais dont on n'a plus la trace aujourd'hui, en tout cas pour le moment, et puis les organisations qui font « Ah, mais sont-ils vraiment des réfugiés? C'est pas si sûr. Ou sont-ils vraiment des Algériens? Comment ces gens vont-ils prouver que ce sont des Algériens ?» Parce qu'au fond, et c'est une des difficultés de la situation des réfugiés, où qu'ils soient, lorsque vous êtes des réfugiés dans des pays très pauvres, finalement, la différence entre vous et des habitants pauvres du pays dans lequel vous êtes, elle n'est pas forcément bien grande. Il peut même y avoir un intérêt pour des Marocains ou des Tunisiens très modestes à se faire passer pour des réfugiés pour pouvoir avoir l'aide alimentaire, un peu de farine, l'huile, pour pouvoir faire rentrer les filles dans un ouvroir où elles vont apprendre à coudre, pour les faire rentrer dans une école ou pour leur permettre d'avoir des bols de lait le matin par exemple. Donc on a cette situation où peut-être il y a un flou entre ceux qui sont ou ne sont pas algériens,
flou qui est probablement aussi beaucoup plus ancien que la situation de la guerre, avec des populations nomades qui longtemps se sont déplacées à travers des lignes qui n'étaient pas encore des frontières. Et donc, à l'approche de la fin de la guerre, on a ce problème du chiffre et on a ce problème de la détermination, avec, à mon avis, des situations où au final, les gens se déterminent en quelque sorte à la dernière minute. Faire le choix de rentrer ou de ne pas rentrer, c'est sans doute une façon d'opter finalement entre deux nationalités au moment où émergent des États-nations dans leur version moderne du XXe siècle. Ça aussi, certainement, ça contribue au flou que l'on a dans les chiffres, et sans grande surprise, évidemment, le Front de Libération Nationale propose toujours des chiffres qui sont plus élevés, et les organisations de secours des réfugiés, j'allais dire un peu de façon péjorative, pinaillent un peu sur les chiffres en disant mais non, mais il faut réduire le nombre de rations pour les aider. D'examens médicaux dans les centres de transit en rentrant dans le pays, ils ne sont pas du tout en bon état de santé. On leur trouve, il y a des tas d'épidémies, il y a de la syphilis, du trachome, il y a des maladies respiratoires, il y a des maladies intestinales, enfin vraiment ils ne sont pas en bonne santé, et néanmoins ils sont en meilleure santé que les habitants de l'intérieur. C'est-à-dire que ce bol de lait quotidien que boivent les enfants pris en charge par différentes formes d'aide humanitaire, et bien malgré tout il fait une différence. Et il fait qu'au moment de rentrer dans le pays, il y a un différentiel visible dans l'état des corps, ce qui est quand même assez spectaculaire et qui rappelle la dureté de ce qu'ont été les dernières années de la guerre à l'intérieur, et l'épuisement des populations du pays. Ils n'ont jamais revendiqué une place particulière en tant qu'anciens réfugiés. J'ai même ajouté à ça quelque chose. Je pense que pour un certain nombre d'entre eux, il y avait une forme de gêne à dire qu'ils avaient vécu une partie de la guerre à l'extérieur. Et ça, plusieurs d'entre eux me l'ont dit, qu'il y avait un embarras que beaucoup de gens ont ressenti de façon générale en Algérie en 1962. On est toujours gêné vis-à-vis d'un autre qui a souffert plus, qui a fait plus, qui a... Voilà, cet aspect de comparaison, il est très fort en 62, et donc je pense qu'il n'y a plus aucune forme d'organisation ou d'association des anciens réfugiés ou de choses comme ça qui ferait qu'on peut les localiser et dire ils ont joué un rôle particulier. Voilà, on ne peut pas le dire vraiment parce qu'ils ont eu l'air de se fondre dans la masse. La question des armes, elle se pose en 62 et elle se pose pour tout le monde, c'est-à-dire elle ne se pose pas de façon particulière pour les réfugiés. Il y a des armes partout, il y a de multiples scènes, alors j'en raconte certaines dans le livre, mais il y en a vraiment beaucoup, d'enfants qui en 62 transportent des armes, ont des armes dans leur cartable, servent de convoyeurs, donc une proximité de ces armes. Il y a une scène dans une fiction, mais je pense qu'elle reflète bien ce moment du passage de la guerre à la paix, où la guerre continue en quelque sorte après la fin de la guerre. C'est le film Une si jeune paix de Jacques Charby, qui est un des deux premiers films algériens de 1964. Dans lequel l'histoire est celle d'enfants orphelins dans une maison d'enfants orphelins à Alger qui jouent à des jeux de guerre. Et leur jeu de guerre, c'est qu'il y a l'OAS et il y a le Front de Libération Nationale, et ils se bagarrent et ils se font la guerre. Et finalement, dans ce film, l'un blesse ou tue, je crois, un autre avec une arme à feu. Qui est, je pense, le révélateur de cette proximité dans la vie quotidienne avec des armes. C'est un gros enjeu, et peut-être on le dit pas souvent, mais c'est un des gros enjeux de ce qu'on a appelé la crise de 62, que je ne résume pas ici, qui a des dimensions politiques, etc., etc., mais elle a aussi des dimensions
très pragmatique de sortie de guerre. Et notamment là, un des enjeux, c'est qu'on a des combattants à l'intérieur du pays qui ne sont pas engagés pour toujours dans l'armée, qui ne sont pas des soldats de métier, qui ne veulent pas rester dans l'armée pour toujours, qui se vivent eux-mêmes comme des militants en armes. Que fait-on pour les reconvertir ou pas en une armée de métier qui va être l'armée de l'Algérie indépendante? Et en fait, on a un peu oublié que l'un des enjeux des négociations de cette crise, c'est tout simplement de discuter de comment les soldats qui le souhaitent vont quitter l'armée et vont rendre leurs armes avant de rentrer chez eux. Et que ça, pour des maquisards qui ont fait, alors les vieux survivants, ils ont fait 4-5 ans de maquis, certains c'est moins, mais même une année de maquis, c'est quand même des expériences extrêmement marquantes. Rendre son arme, abandonner son statut de combattant et redevenir civil, c'est une vraie difficulté. C'est une souffrance, on le sait, dans toutes les guerres. Et la question du nombre d'Algériens qui ne sont pas rentrés, elle est vraiment difficile et je n'ai aucune donnée. Parce que par définition, les Algériens qui ne rentrent pas, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, en quelque sorte, ils se fondent dans la masse des populations tunisiennes et marocaines. Et donc, ils deviennent par définition impossible à compter. Mais en quelque sorte, l'idée qu'on aurait pu les compter au départ, ça voudrait dire qu'on aurait pu distinguer à 100% des Algériens, des Marocains ou des Algériens, des Tunisiens avant la fin de la guerre. Et peut-être pour certaines familles, ça ne fait aucun doute et c'est absolument clair, mais il y a des populations nomades, des populations transhumantes, des populations aussi qui se sont mélangées, mariées, qui ont vraiment des héritages culturels divers. Et en quelque sorte, elles sont confrontées en 62 aux États-nations. Et donc, partir ou rester, ça les agglomère dans des ensembles nationaux qui peut-être font disparaître ces spécificités. Ce retour des réfugiés, il a lieu dans un contexte que je voudrais rappeler rapidement. C'est le contexte des accords d'Évian qui opèrent d'abord quelque chose d'assez unique dans l'histoire. C'est-à-dire que les accords d'Évian contiennent en eux-mêmes le fait de saisir le Haut Commissariat aux réfugiés. C'est-à-dire, si vous lisez les accords d'Évian, il y a un moment où il est dit si le HCR veut bien et si la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge veulent bien, ce seront eux qui seront chargés en quelque sorte du rapatriement des réfugiés. Les accords d'Évian proposent aussi un système assez complexe qu'on va appeler les commissions tripartites. Alors, je précise simplement, les accords d'Évian ouvrent une période qu'on appelle la période transitoire. C'est vraiment leur propre de ne pas déclarer l'indépendance de l'Algérie, mais c'était une demande française très forte d'imposer un référendum d'autodétermination au cas où, en quelque sorte, les Algériens n'auraient pas déjà fait la démonstration qu'ils étaient plutôt favorables à l'indépendance au cours de toutes ces années de guerre. Donc la partie française exige que pour qu'il y ait vraiment une volonté claire du peuple algérien, parce qu'on n'a rien vu et rien compris jusque-là, il faut qu'il y ait un référendum. Donc il y a un espacement, si vous voulez, entre le cessez-le-feu et le référendum qui ouvre la voie à l'indépendance. On a une période transitoire entre mars et juillet, au cours de laquelle également on va mettre en place des autorités encore plus provisoires, si vous voulez, qui vont être notamment ce qu'on a appelé l'exécutif provisoire, qui est, pour le dire très très vite, une forme de gouvernement mixte franco-algérien qui est chargé de faire fonctionner cette période transitoire. Je vous garantis, ce n'est pas un cadeau, c'est la période de l'OAS, c'est l'enfer, et organiser la période transitoire, c'est vraiment extrêmement complexe. Mais nos commissions tripartites qui doivent se charger du rapatriement des réfugiés, elles doivent être composées à la fois de représentants du Haut Commissariat des réfugiés et de l'exécutif provisoire et des représentants français. Donc tripartite, ça veut dire ça veut dire exécutif provisoire, ça veut dire association de secours et ça veut dire partie française.
Ça veut dire que théoriquement, dans ces comités, on n'a pas de représentants du gouvernement provisoire de la République algérienne ou de l'armée de libération nationale, alors qu'en réalité, sur le terrain, dans les camps de réfugiés, ces autorités algériennes sont extrêmement présentes et que bien sûr, elles vont jouer un rôle. Mais ça ouvre déjà la question d'une certaine lutte pour le récit de ce que va être le rapatriement des réfugiés et la prise en charge des réfugiés. Je l'ai dit tout à l'heure en commençant à parler du rapatriement à Oujda, était présent le chargé de com du HCR, Yassine El Ayouti, l'Égyptien. Il y a aussi une seconde chargée de com du HCR qui s'appelle Madame Wilson, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection parce que c'est un peu facile de s'amuser d'elle. Elle est pleine de préjugés, elle est en charge d'une mission, vraiment, c'est de faire savoir à toute force que c'est le HCR et la Ligue de la Croix-Rouge qui font tout, et quelque part, elle se donne elle-même pour mission de réduire le plus possible le rôle du Front de Libération Nationale, et donc ça, elle le fait par exemple en faisant visiter les camps à des journalistes. Et elle est très embêtée parce que en fait, la population a sorti des drapeaux. Et elle dit, vous allez voir, elle écrit des lettres où elle dit, on va encore avoir des drapeaux du FLN partout et personne ne nous dira merci alors que nous, on joue un rôle fondamental. Alors, c'est facile de s'amuser de cette dame canadienne qui a certainement les préjugés de son époque, qui décrit avec un paternalisme colonial tout à fait amusant la population tunisienne et les Algériens qui se moquent d'eux volontiers, donc c'est aisé de se moquer d'elle en retour, mais il y a un vrai enjeu de qui raconte quoi, et c'est pour ça que j'étais très intéressée tout à l'heure d'entendre Pascal Moiti parler de ça, et de découvrir en réalité cette exposition que je ne connaissais pas, parce qu'elle confirme l'intuition que j'avais en écrivant ce chapitre sur le retour des réfugiés, qui est que bien sûr, nous sommes pris dans le rouleau compresseur médiatique des organisations de secours qui font venir les journalistes, qui leur font visiter les camps, qui racontent tout le travail qu'elles effectuent, et que sans doute cela laissait dans l'ombre d'autres types de récits, et que probablement le Front de Libération Nationale, lui aussi, avait tâché de son côté de faire de la communication, et cette initiative, ce projet de film même avorté, démontre exactement cela. C'est-à-dire que du côté du gouvernement provisoire de la République algérienne et du Front de Libération Nationale, il y a aussi un enjeu à communiquer sur la situation des réfugiés, simplement à rendre la monnaie de la pièce en quelque sorte et à produire des films dans lesquels ce sont les organisations algériennes dont le rôle en quelque sorte serait mis en avant. Donc vous voyez comment dans cette situation de réfugiés, comme en vérité dans beaucoup de situations de réfugiés, il y a toujours ces enjeux de médiatisation et de qui fait connaître son travail et montre son engagement, montre son activité humanitaire en se valorisant. Cette question du rôle des uns et des autres, j'avais pu la retrouver par exemple en interviewant l'un de mes collègues, aujourd'hui décédé, qui s'appelait Ahmed Abid, dont j'avais découvert un peu par hasard qu'il avait lui-même fait partie de ces enfants réfugiés du Maroc. Je l'avais découvert, alors il ne faut pas dire ça quand on est historien, mais quand même je l'ai découvert par Facebook, parce qu'un jour j'ai écrit un petit article sur ce sujet sur mon blog, j'ai posté cet article sur Facebook, et que donc ce collègue, dont je ne connaissais pas du tout la vie personnelle, m'a écrit un petit message en me disant « mais en fait moi-même je faisais partie de ces réfugiés qui sont revenus en 1962, et j'ai donc pu aller à Oran, faire avec lui un entretien où il me racontait son expérience d'enfant réfugié. Donc derrière les chiffres et les tableaux que j'avais pu trouver sur les réfugiés, il y avait là une expérience vécue. Ahmed Abid ne faisait pas partie de ceux qui vivaient dans les camps de réfugiés les plus pauvres, il vivait dans la ville de Oujda,
mais il avait en commun avec d'autres enfants réfugiés d'être vraiment un enfant grandi à l'extérieur du pays, pas très loin de l'Algérie, et sans doute une des choses les plus touchantes dans son témoignage, c'était de me raconter comment l'Algérie lui était rendue présente. Et elle lui était rendue présente de deux façons. D'abord parce qu'à Oujda, il était suffisamment près de la frontière pour entendre certains combats et certains bombardements. Et donc l'Algérie, pour lui, c'était le pays de la guerre, le pays qui est juste de l'autre côté de la frontière, et là où ça bombarde en fait, et là d'où vient le son de la guerre. Il me racontait aussi comment ses parents lui parlaient beaucoup d'Algérie dans la vie quotidienne, lui racontaient leurs souvenirs d'Algérie, l'Algérie étant ce pays du coup temporairement perdu, qui prend la qualité des pays perdus, la qualité un peu mythique des pays perdus, et l'une des choses sur lesquelles insistait sa mère en faisant à manger pendant qu'elle pelait les pommes de terre, c'était qu'il verrait quand on rentrerait en Algérie, les pommes de terre ne sont pas moins grosses qu'au Maroc. Et ça, pour lui, c'était vraiment voilà, une des choses incroyables. Et puis, si quand même, troisième lien avec le pays éloigné, c'était le fait que certains soldats ont continué jusqu'à la fin de la guerre, avec des taux de mortalité très très élevés, à franchir une frontière qui était bien plus qu'une ligne, hein. C'était une épaisseur de parfois 10-15 km de large, parfois beaucoup plus. Les soldats de l'armée de libération nationale la franchissaient avec voilà, des pertes très, très importantes. Et il se rappelait notamment d'un cousin qui avait franchi et qui était arrivé le matin dans la maison d'Oujda et qui leur avait apporté une petite poignée d'herbe qui avait été ramassée le matin en Algérie. Et c'était ça l'Algérie, c'était le pays de cette... Il regardait cette herbe en se disant « c'est si près et c'est si loin en même temps ». Lui, au moment de raconter son retour, il se souvient d'abord d'une très grande joie. Il se souvient, alors c'est pas la situation des gens qui ont pris le train, mais la situation des gens plutôt qui sont rentrés en camion. Et bien sûr, le récit qu'il raconte est un récit qui a la couleur des récits incroyables de l'enfance. Mais la chose la plus spectaculaire dont il se souvient, c'est d'être arrivé au moment où les cerisiers de Tlemcen étaient en fleurs, et dit-il, c'était la première fois que je voyais des cerisiers. Lorsque je lui ai demandé s'il se souvenait, par exemple, d'avoir rencontré des gens de la Croix-Rouge ou des gens du HCR, où il n'avait strictement aucun souvenir de cet aspect humanitaire, si vous voulez, du retour. Et lui me disait, mais moi je me souviens que des drapeaux du FLN. Il y avait les camps, il y avait les drapeaux du FLN, on avait l'impression qu'on était pris en charge. Les médecins, il y avait dans chaque camp de transit, il y avait un médecin du Front de Libération Nationale qui était le chef d'équipe en quelque sorte du camp. Et donc lui ne se souvient pas du tout qu'il y avait des administrateurs allemands, qu'il y avait des infirmières polonaises, qu'il y avait des Yougoslaves, qu'il y avait des représentants de la République arabe unie de Syrie et d'Égypte, qu'il y avait des Iraniens, qu'il y avait des Norvégiens, des Suédois. Dans sa mémoire d'enfant, ce qui est resté, c'est évidemment ce qui était le plus spectaculaire. C'est-à-dire, tout d'un coup, être dans un camp de transit et être pris en charge par des représentants du FLN et se dire qu'on va rentrer dans un pays qui a désormais été gagné à la souveraineté algérienne. Dans ses souvenirs d'enfant, à l'inverse exactement de Margaret Wilson, les organisations de secours ont entièrement disparu, tandis que le Front de Libération Nationale prend la place mythique du héros de cette aventure. Alors, c'est héroïque et c'est mythique, c'est aussi un retour qui est très dur, il se passe bien. L'enjeu, c'est de franchir cette épaisseur de frontière sans sauter sur les mines. Je rappelle que pendant la guerre, l'armée française a posé entre 11 et 12 millions de mines antipersonnelles, que le déminage de la guerre a été achevé en 2017 officiellement,
qu'on avait à ce stade-là déminé environ 8 millions de mines et que donc les autres sont quelque part. Voilà. Mais que donc le rapatriement se passe bien au sens où il n'y a pas d'accident. Qu'effectivement, les villages de transit parviennent à regrouper les populations qui franchissent ensuite le long de voies parfaitement sécurisées. Et les réfugiés sont accueillis dans des villages d'accueil. Il y en a notamment à Marnia, il y en a à Tlemcen, il y en a dans toutes les villes des frontières, il y en a à Tbessa, il y en a à Soukahlas du côté tunisien évidemment. Le gros enjeu et la grosse difficulté, c'est que, en quelque sorte, ces réfugiés rentrent dans un pays où, géographiquement, physiquement, ils n'ont plus leur place. Pourquoi n'ont-ils plus leur place? Parce que bien souvent, ils étaient les habitants de cette zone frontalière qui est aujourd'hui minée, et donc ils n'ont pas nécessairement la possibilité de revenir dans leur village d'origine. Lorsqu'ils peuvent revenir dans leur village d'origine, ils n'ont pas nécessairement la possibilité de cultiver la terre. De toutes les façons, il faut, même si vous pouvez cultiver, il faut un peu de temps pour relancer les opérations agricoles. Mais là, tout simplement, dans beaucoup de cas, c'est trop dangereux de cultiver la terre et ça n'est pas possible. Ou bien, ils ont quitté des villages dans les zones interdites qui sont aujourd'hui détruits. Et donc, il ne leur est pas toujours possible de retrouver leur village d'origine. Donc en quelque sorte, et peut-être que ça explique aussi pourquoi le souvenir de ce retour des réfugiés s'est un peu perdu ou s'est un peu dissous, ils viennent s'ajouter à tous les Algériens qui en 1962 ne sont pas encore à leur place ou n'ont pas retrouvé leur place. Tous ces gens qui quittent les camps de regroupement, les camps de concentration de population. À la fin de la guerre, un quart de la population algérienne était dans des camps de concentration de population. Un tiers de la population colonisée avait été victime de déplacements forcés. Beaucoup de personnes ne peuvent pas revenir dans des villages entièrement détruits ou dans des villages où, par exemple, les champs ont été regagnés par la végétation ou par les bêtes sauvages. Donc en réalité, les réfugiés rentrent dans une sorte de Tetris géant où tout le monde se déplace et dans un certain nombre de cas, ils ne rentrent pas chez eux, mais restent dans les camps d'accueil qu'on a créés pour l'occasion, ou bien remplacent des gens qui ont quitté les camps de concentration pour rentrer chez eux. Ces camps se retrouvent vides et les réfugiés vont s'y installer parce qu'au fond, c'est toujours mieux un camp s'il est en dur que rien. Et donc parfois ils vont réoccuper ces lieux pour un temps et parfois de façon définitive, ou bien dans un certain nombre de cas, ils ne peuvent vivre que grâce à l'aide, le soutien, soit d'organisations de secours qui sont présentes en Algérie, soit des autorités locales qui sont en train de se créer. Je cite dans le livre un exemple, celui des Beni Boussaïd à la frontière marocaine, qui provoque la stupéfaction des représentants, alors ici du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, parce qu'ils rentrent dans un village où ils sont complètement isolés, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à leurs champs, et ils ne peuvent vivre que grâce à une aide extérieure venue de la ville de Tlemcen. Et se demande le représentant du CICR comment ils vont pouvoir rester dans ce village. Moi, je ne sais pas si les Beni Boussaïd sont restés dans ce village ou ce qui leur est arrivé. Ce que je sais en revanche, c'est que dans les opérations de déminage et dans les rapports algériens sur les opérations de déminage, on trouve la mention de certaines terres des Beni Boussaïd lorsqu'elles sont restituées aux autorités civiles pour être rendues à la population en 2013. Donc vous imaginez qu'il y a là des sujets de recherche incroyables pour des anthropologues, pour des sociologues, pour des historiens qui pourraient répondre à la question de savoir, mais en fait, que sont devenus les habitants de ce village entre 1962 et 2013? Sont-ils restés? Sont-ils partis? Le retour des réfugiés, je l'ai dit, c'est le 10 mai à partir du Maroc, c'est la fin mai à partir de Tunisie. On est au pic des départs
de Français d'Algérie qui atteignent leur maximum en mai, juin et juillet 1962. Vous avez tout à fait raison, c'est le moment où l'OAS est le plus actif. C'est aussi pour ça qu'on ne les envoie pas à Oran en grand nombre, qu'on ne les envoie pas à Bel Abbès. Par exemple, Ahmed Abid, dont je parlais tout à l'heure, sa famille est originaire de Bel Abbès et c'est pas là qu'il rentre dans un premier temps. Il s'installe à Tlemcen. On les installe plutôt dans des endroits où l'activité de l'OS n'est pas homogène sur le territoire, elle est principalement dans les villes, et principalement dans les villes où la population européenne était la plus nombreuse. Donc on peut avoir ce paradoxe de scène de guerre à Alger en même temps que dans d'autres lieux c'est moins critique. Ça ne veut pas dire que c'est apaisé où que ce soit, parce qu'en réalité, partout, tout le monde bouge dans une atmosphère de rumeurs absolument folle. Et c'est aussi ça qui fait que très vite les réfugiés se fondent dans la population. C'est parce que tout le monde bouge en fonction des rumeurs aussi. On entend dire que si on descend dans la plaine, on va distribuer la terre des colons. Donc il faut descendre dans la plaine. Ou on a entendu dire que si on va dans telle ville, ben là c'est calme et qu'il est possible de trouver des logements, donc on se rend dans telle ville. Dans les familles, il y a de la discussion, il y a des débats pour savoir si on retourne au village ou bien si on veut en profiter pour migrer vers la ville, et les réfugiés rentrent dans cette situation-là. Mais beaucoup d'entre eux, comme des gens qui ont quitté les camps de concentration de population, vont se retrouver, mais pendant des mois, dans des situations de grande précarité, de grand isolement. Il y a peu d'images, mais il y en a quelques-unes, par exemple dans le film de Marceline Loridan-Evans, Algérie à des zéros, où elle montre par exemple un village des Aurès où les gens se sont réinstallés en fabriquant des tentes à l'intérieur des ruines de leur maison. Et voilà, et les gens habitent là et attendent en quelque sorte que quelque chose se passe. Donc vous avez raison, ils rentrent dans une situation où c'est le chaos, et ils ne rajoutent que 300 000 personnes en plus dans ce chaos qui est déjà très spectaculaire. La question du déplacement de population de façon générale, lui je pense qu'il a un impact colossal. Le fait d'avoir été tant déplacé de force, ce qui se joue au moment de la réinstallation en 1962 et de la façon notamment d'occuper les logements laissés par les Français d'Algérie qui quittent en grand nombre, tout ça, ça a des conséquences sur la façon, à mon avis, même d'occuper l'espace aujourd'hui. Et je pense qu'on aurait du mal à isoler le seul cas des réfugiés de tous les échanges transfrontaliers, des proximités linguistiques ou culinaires entre l'Est de l'Algérie et la Tunisie, qui fait que peut-être, je ne sais pas, si vous êtes de Soukahras ou de Tbessa, vous vous retrouvez davantage dans un livre de cuisine tunisien, et que moi, avec ma famille qui vient de l'Ouest, ne le dites à personne, mais je me retrouve davantage dans une recette de couscous marocaine, mais je sais que c'est très mal, il ne faut pas le dire, mais c'est un peu vrai quand même, que dans une recette de couscous algéroise, vous voyez. Donc je ne suis pas sûre que les réfugiés viennent, enfin ils ne font qu'ajouter, si vous voulez, à ces proximités de part et d'autre des frontières. Il y a des questions vraiment fascinantes autour de l'indépendance de l'Algérie, sur la question des réfugiés et le changement d'échelle de la question des réfugiés. Par exemple, un des enjeux, c'est qu'en fait, il y avait d'anciens réfugiés, ce qu'on appelait les réfugiés de la Convention, les vieux réfugiés, dans les sources, qui étaient par exemple des réfugiés espagnols, républicains espagnols de la guerre civile, ou bien des réfugiés russes, probablement d'anciens Russes blancs, qui avaient fini par faire leur chemin jusqu'en Algérie, et quelques autres nationalités qui vivaient en Algérie, protégés par le statut de réfugiés, enregistrés dans certains cas par l'OFPRA, et pris en charge par la Croix-Rouge française. Alors vous imaginez qu'en 62, la Croix-Rouge française, elle va plus exister en Algérie. Donc elle ne va plus s'occuper de ces réfugiés. Il n'y a évidemment pas un bureau pour les réfugiés en Algérie, encore.
Et pour ces réfugiés, il y a la perspective d'être pris en charge par un État nouveau qui n'est pas du tout la France, qui donc n'a pas du tout, ne promet pas en quelque sorte du tout le même niveau de vie que le niveau de vie que promettait la France. Et il y a une incertitude pour ces réfugiés dont on ne sait que faire, avec des négociations à perte de vue pour, je vous jure que c'est vrai, rapatrier les réfugiés en France, pour qu'ils puissent rester des réfugiés du pays dans lequel ils étaient déjà les réfugiés avant. Vous suivez Vous voyez le casse-tête infernal que ça peut représenter. Très rapidement, je sais que dans les dossiers du HCR et des organisations de la Croix-Rouge, on voit apparaître des dossiers de réfugiés plutôt sur les frontières sud, que se pose la question des Sahraouis, qu'il y a des opérations qui sont lancées autour de ces questions-là et beaucoup de négociations avec le gouvernement algérien, mais que je n'ai pas étudié encore. Donc là, vraiment, il faudrait retourner dans ces archives. Comme pour la Tunisie et le Maroc en 1957, ces pays doivent, l'Algérie doit, à partir de 1962, adhérer aux textes internationaux et notamment à la Convention sur les réfugiés de 1951. Ce qu'elle fait sans trop de difficultés, mais avec quand même une difficulté toute simple, c'est que ce n'est pas un dossier prioritaire, l'adhésion à ce texte, que d'abord il faut lancer l'école, il faut lancer l'agriculture, il faut relancer l'économie, il faut loger les gens, qu'il y a 14 personnes dans le gouvernement et que pendant assez longtemps on ne trouve pas quelqu'un pour lire ce texte et le signer en fait. Mais là les gens des organisations internationales sont très au clair sur le fait que c'est un problème d'échelle de l'État dans ces premières années. Je voudrais finir sur un geste que je raconte souvent parce que vraiment je le trouve tellement marquant. J'ai fini l'écriture de ce livre pendant le Covid, comme beaucoup de collègues, c'était plus possible d'aller faire des enquêtes sur le terrain ou des entretiens, mais c'était possible de rester de façon obsessionnelle devant Google à faire des recherches à l'infini. Notamment en retrouvant des vidéos de l'époque ou des archives des actualités françaises. C'est comme ça que j'ai retrouvé un petit film du rapatriement des réfugiés de d'Oujda, auquel on n'a pas d'équivalent filmé à ma connaissance pour le retour depuis la Tunisie. Et l'on voit les réfugiés monter dans les trains avec leurs possessions, un ballot, un tamis pour faire le couscous, des femmes qui essayent en même temps de tenir leur voile et de tenir leur ballot et de tenir leurs enfants. Dans un certain nombre de cas, on sait lorsqu'il y avait des hommes jeunes parmi les réfugiés, il n'y en avait pas beaucoup, souvent ils se chargeaient du rapatriement des bêtes et ne prenaient pas les mêmes trains. Et de façon inopinée, la caméra saisit sur le quai de la gare d'Oujda une femme dont on ne sait pas si c'est une femme marocaine ou une femme algérienne qui attend son tour pour rentrer, qui salue ceux qui sont en train de partir. Et de prime abord, on a simplement l'impression qu'elle salue en faisant un V de la victoire, peut-être, un geste assez rapide et très fugace. Alors on est pendant le Covid. Moi je me dis, il y a quelque chose avec ce geste et je commence à chercher image par image. Et quand même, je vois bien que ce qu'elle montre, c'est 3 doigts en réalité. Et c'est Toufik Aellel, qui a grandi au Maroc pendant la guerre, qui me dit, mais bien sûr Malika, depuis le moment du retour du sultan Mohammed V au Maroc, nous utilisions ce geste comme un geste de solidarité des pays du Maghreb. Pardon, je perds toujours ma voix lorsque je raconte cette histoire. Et donc cette femme salue, sans mots, mais elle salue en faisant le geste de solidarité des 3 pays enfin réunis dans l'indépendance au moment où l'Algérie accède à son tour à son indépendance en 1962. Et je vais finir là-dessus. عليك مني السلام يا أرض أجدادي
شديد وطبع شديد